le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Troisième sortie pour cette semaine et troisième sortie pour l'année 2022 en direct depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, et Ealichi Dorelas pour la présentation, à Jacques Mel pour présenter ce grand journal, Joël François et Smith Jean-Julien. Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Depuis l'arrivée des talibans au pouvoir l'été dernier, les Afghans sont frappés par la pauvreté et la famine. Dans ce contexte de crise humanitaire, certaines personnes ont fait le triste choix de vendre un organe pour subsister aux besoins de leur famille. Voici un reportage signé Euronews. Depuis l'arrivée des talibans au pouvoir l'été dernier, les Afghans sont frappés par la pauvreté et la famine. Dans ce contexte de crise humanitaire, certaines personnes ont fait le triste choix de vendre un organe pour subsister aux besoins de leur famille. Mais comme nous l'expliquent les spécialistes, vendre un rein n'est pas sans conséquences pour la santé. La plupart des personnes qui vendent leur rein en raison de problèmes économiques seront confrontées à des problèmes de santé sur le long terme. En réalité, en Afghanistan, il n'y a pas vraiment la culture du don d'organes. La plupart des donneurs sont des volontaires ayant des problèmes d'argent qui vendent leurs reins à d'autres personnes. Parmi ces personnes, on retrouve Ghulam Azrat. Il nous explique pourquoi il a décidé de vendre un de ses reins. Je ne pouvais pas sortir pour mendier de l'argent. Je n'étais pas capable de faire ça. Alors j'ai décidé d'aller à l'hôpital pour vendre mon rein. Je l'ai fait pour ma famille, pour pouvoir subsister à leurs besoins pour au moins un certain temps. Mais que feront Ghulam Azrat et de nombreux autres donneurs lorsque tout leur argent sera épuisé? Pour aider la population, l'ONU a demandé une aide d'un montant record de 5 milliards de dollars. Boris Johnson sous la huée de l'opposition au Parlement. Le Premier ministre britannique a présenté ses excuses mercredi 12 janvier et a admis avoir participé à une fête organisée à Downing Street en mai 2020. Le pays était alors en plein confinement. Depuis mardi, le Partygate fait réagir à travers tout le pays. Après ce nouveau scandale, le Parti travailliste réclame sa démission. Voici un reportage signé France 24. C'est l'un des rendez-vous les plus difficiles de son mandat. Dans une chambre des communes surchauffée, Boris Johnson fait son mea culpa. Monsieur le Président, je vous présente mes excuses. Je sais que des millions de personnes à travers ce pays ont fait des sacrifices extraordinaires au cours de ces 18 derniers mois. Et je comprends la rage qu'ils ressentent envers moi et envers le gouvernement que je dirige. Surtout quand ils comprennent qu'à Downing Street même, les règles ne sont pas correctement suivies par les personnes qui les édictent. Le 20 mai 2020, en pleine vague de Covid, le chef du gouvernement reconnaît avoir participé à une fête dans les jardins de sa résidence officielle. Une centaine d'invités conviés alors qu'à l'époque, seules 2 personnes étaient autorisées à se retrouver en extérieur. Le Premier ministre assure avoir vu dans cet événement une réunion de travail. Une défense qui ne convainc pas du côté de l'opposition. Sa défense selon laquelle il n'avait pas réalisé qu'il était à une fête est tellement ridicule qu'elle en est insultante pour les Britanniques. Aura-t-il maintenant la décence de démissionner ? Les indépendantistes écossais et les libéraux démocrates réclament eux aussi le départ du Premier ministre. Boris Johnson s'en remet lui à l'enquête interne menée à son sujet. Cette crise autour du respect des règles sanitaires apparaît comme la plus grave pour Boris Johnson. Elle est pourtant loin d'être la première. Entre mai et décembre 2020, une dizaine de fêtes relayées par la presse ont été organisées autour du Premier ministre.
Plusieurs personnes ont été tuées dans un attentat suicide revendiqué par les Shebab à l'aéroport international de Mogadiscio, en Somalie. Voici un reportage signé Africa News. Plusieurs personnes ont été tuées dans un attentat suicide à l'aéroport international de Mogadiscio, en Somalie. Mercredi, des témoins ont indiqué qu'une voiture piégée a provoqué une explosion. L'attaque, qui a dévasté la zone au sud de la capitale somalienne, a été revendiquée par les rebelles djihadistes Shebab. Leur but, cibler des responsables étrangers. Selon un porte-parole du gouvernement fédéral, 4 personnes auraient été tuées dans l'attaque. Mohamed Abdi, responsable des services de sécurité, parle d'un bilan provisoire de 6 morts qui devrait s'alourdir. Il y a eu une explosion de voitures piégées qui s'est produite ici, où nous sommes maintenant. Jusqu'à présent, les victimes sont 5 soldats et 5 autres civils. Il y a des enquêtes en cours pour établir qui était la cible. Cet attentat intervient quelques jours après que les dirigeants somaliens ont conclu un accord pour organiser les élections parlementaires en février, les multiples reports de ce scrutin étant à l'origine d'une crise politique en Somalie. Je suis venu ici en courant après l'explosion, puis j'ai vu un véhicule tuk-tuk en feu. Il est là maintenant. J'ai aidé à sortir 3 cadavres de ce véhicule. Au total, j'ai vu 8 cadavres et 3 blessés. L'explosion a eu lieu alors qu'un convoi de plusieurs véhicules escortait des étrangers à travers cette partie de la ville. Lié à Al-Qaïda, le mouvement des Shebab tente de renverser le gouvernement fédéral somalien. Il contrôle actuellement plusieurs territoires dans les zones rurales du pays. Direction l'Ukraine, dans la crise ukrainienne, les pourparlers changent de lieu. Après Genève et les Américains lundi, les Russes sont ce mercredi à Bruxelles pour discuter avec les membres de l'OTAN. Moscou refuse toujours que l'Ukraine puisse rejoindre l'Alliance Atlantique. Un des nœuds du problème de cette situation. Voici un reportage signé TV5 Monde. Dans des tranchées boueuses de la ligne de front, eux gardent leur position. Les pourparlers à Genève sont bien loin de leur quotidien. Ces soldats ukrainiens ne se fient qu'à une chose, au mouvement des chars de l'autre côté de la frontière. Un accord avec l'ennemi russe, ils n'y croient pas beaucoup. Les accords avec la Russie ne valent rien. Le papier sur lequel ils sont signés non plus. Pendant ce temps, en Suisse, pas de table ronde, mais un face-à-face entre la Russie et les États-Unis. Des discussions tendues entre la vice-ministre américaine des Affaires étrangères et son homologue russe. Une nouvelle fois, Moscou assure ne pas vouloir attaquer l'Ukraine, ce qui laisse sceptique Washington. Les États-Unis demandent le retour des troupes russes dans leurs casernes, ce qui serait pour eux un signe de désescalade. Il est difficile d'être discret lorsque vous déplacez 100 000 soldats le long d'une frontière internationalement reconnue. Cela a été fait et est fait dans le but d'intimider et de mettre la pression. Mais pour l'instant, aucun signe de retrait. Moscou justifie le déploiement de dizaines de milliers de soldats par la présence accrue de ses rivaux occidentaux de l'OTAN. 8 heures de négociations, aucune percée, mais la volonté de poursuivre les discussions. Aucune partie n'a jeté l'éponge de la diplomatie. Nous avons confiance en nos partenaires et en leurs déclarations selon lesquelles aucune décision sur le sort de l'Ukraine ne sera prise dans notre dos. L'Ukraine, en première ligne, est présente ce mercredi à la réunion OTAN-Russie à Bruxelles. Les Européens, eux aussi, sont là. La Russie a déclaré que la situation n'était pas désespérée, mais qu'elle pouvait s'aggraver à tout moment. Dossier spécial dans cette page internationale, réforme électorale aux États-Unis. Joe Biden a choisi Atlanta, le berceau de Martin Luther King, pour livrer un discours mordant pour défendre la démocratie. Il demande au Sénat d'appuyer sa réforme visant à protéger le droit de vote des minorités menacées dans plusieurs États. L'une de ces menaces, c'est le redécoupage, partisan des cartes électorales appelé le gerrymandering. Voici un dossier spécial signé Radio-Canada. En banlieue de Dallas, Candace Valenzuela se bat pour un meilleur avenir pour les siens. Cette citoyenne aux origines latino et afro-américaines s'est présentée aux élections de 2020 sous les couleurs démocrates. Elle a été défaite de peu par la candidate républicaine.
Tentera-t-elle à nouveau sa chance en 2024? Seul problème, sa résidence a été retirée du comté où elle voulait se faire élire. The Texas legislature in Texas redraws those lines. And they do it according to their taste. So this is a drawing of Texas 24. Tous les 10 ans, après le recensement, le parti au pouvoir dans l'État, ici le Parti républicain, peut redessiner les cartes électorales pour que chaque district compte à peu près le même nombre de résidents. Mais dans le cas de Candace, ce redécoupage était très ciblé et même avoué par une de ses adversaires. Did you find my address and remove my house on purpose? And she said yes. It was even ridiculous for me to even ask. Elle a été victime de ce qu'on appelle ici le gerrymandering, un redécoupage des limites des circonscriptions qui a fait de son district, qui penchait en faveur des démocrates, un district maintenant pro-républicain. In this district, in this area, cut out people of color. And put them into different Democratic districts, or they put them into rural districts and made those rural districts so big that it diluted the votes of some of those communities of color. Ce charcutage électoral ne date pas d'hier. En fait, il faut remonter à 1811, lorsque le gouverneur du Massachusetts, Elbert Gerry, avait été accusé à l'époque d'avoir redessiné sa circonscription afin de garantir un succès de son parti aux élections. Le redécoupage électoral ressemblait en fait à une salamandre. Gerry, une salamandre, on fait un mot valise avec et ça donne gerrymandering. C'est un concept très populaire ici au Texas, mais aussi en Ohio, en Géorgie et en Floride, des États administrés par des républicains, mais aussi dans l'Illinois, un terrain démocrate. Donc c'est une grosse industrie, en fait, le redécoupage de la carte électorale, beaucoup plus aux États-Unis qu'au Canada. Et c'est légal partout aux États-Unis, et forcément de bonne guerre entre démocrates et républicains. Les États n'ont pas, si vous voulez, carte blanche pour redessiner la carte électorale d'une manière entièrement partisane. Mais ceci étant dit, évidemment, qui dit Constitution américaine, qui dit loi fédérale, dit interprétation de la dite loi, de la dite Constitution par les cours. Ça reste évidemment un processus très partisan. That's just to register. Domingo Garcia est avocat et président de l'ULAC, la plus grande organisation non gouvernementale de défense des droits civils des Hispaniques aux États-Unis. The reality is, in Texas, Republicans control all levels of power. They draw the lines, they gerrymander, they rig the system. Alors, à chaque redécoupage imposé par les républicains, son organisation contre-attaque devant les tribunaux. In our opinion, unconstitutional, and we have filed a lawsuit, LULAC, like we have since 1970, challenging the district lines here in Texas. And how many times did you win? Every time. Sauf que, entre les appels et les décisions de la Cour suprême, cela prend de 3 à 5 années avant que les cartes électorales soient invalidées. Aujourd'hui, Candace s'est résignée, personnellement, mais pas pour les minorités sous-représentées. I worked very hard to get folks elected to smaller offices, our school boards, our city councils. I'm working really hard to make sure that as we have these bigger districts gerrymandered, these smaller communities still get the representation they deserve. Car ici au Texas, la population a beaucoup changé avec une croissance démographique des Latinos. We're the only state in the country that got 2 new congressional districts. 95% of the growth was Latino, majority Latino. We got no congressional districts. In fact, we lost one. So that's just a type of egregious weaponization of gerrymandering that this state government has done. En 2021, près d'une vingtaine d'États ont soumis leur nouveau redécoupage de circonscriptions. Et ce sont les républicains qui, au bout du compte global, devraient en sortir renforcés lors des prochaines élections. Tout cela inquiète Candace Valenzuela. Democracy is in danger here. And without somebody trying to fight for it, I think that we're going to easily descend into not having it. And I hate to say that out loud, but after the January 6th insurrection, we have to face those terms. Face à tous ces obstacles, croire encore en la démocratie américaine est devenu pour certains ici une véritable profession de foi. C'est ainsi se referme la page internationale au grand journal du 14h pour ce
Aujourd'hui, la production, c'est Ed Prod, réalisation Télé Belthorpe pour le camp de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Présentation Erlich Dorelas. Température pour ce aujourd'hui, Boston 39 degrés Fahrenheit, 4 degrés Celsius. À Jacmel 82 degrés Fahrenheit, 28 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Speed Jean-Julien, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi accompagné de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.